Les récits historiques qui nous fascinent le plus sont souvent les plus atroces et les plus sanglants. Des noms tels que Vlad l'Empaleur, Richard III d'Angleterre et Attila le Hun ont acquis un statut presque mythique. Et nous restons toujours fascinés par la cruauté des empereurs romains et la sauvagerie des guerriers vikings. Mais on oublie parfois que ces bourreaux et leurs victimes ont réellement existé. Et que ces histoires sont souvent plus compliquées qu'il n'y paraît. Je m'appelle Joe Crowley, je suis journaliste et enquêteur. Je m'appelle Susanna Lipscomb, je suis historienne et auteure. Ensemble, nous cherchons à percer les secrets des personnages et des événements les plus tristement célèbres de l'histoire. Nous examinons les scènes de crimes du passé. Et voilà, affaire classée. Nous recherchons des preuves. Regardez, c'est exactement ce qu'on voulait. Et le résultat de l'enquête est parfois surprenant. Vous pensez tout savoir de ces récits sanglants? Détrompez-vous. Dans cet épisode, nous enquêtons sur 3 des plus célèbres monstres de l'histoire. L'empereur romain Caligula. La folie de ce dictateur est devenue légendaire. Il adore voir les gens souffrir atrocement et mourir sous ses yeux. Gilles de Rais, le bras droit de Jeanne d'Arc. Ce soldat issu de la noblesse était un tueur en série psychopathe. C'est vraiment un être maléfique. Et la comtesse Elisabeth Bathory. On la considère souvent comme la femme la plus meurtrière de l'histoire. On comprend d'où lui vient le surnom de comtesse sanglante. Dans le palais impérial de Rome, un jeune noble est fouetté à mort, sous les yeux ravis de l'empereur Caligula. Les gardes obligent le père de la victime à regarder ce supplice, puis à participer à un banquet festif en compagnie de Caligula. Ce n'est qu'une des nombreuses anecdotes qui parsèment le règne dépravé de l'empereur fou. Il oblige des hommes et des femmes de haut rang à coucher avec lui. Il dissout des perles inestimables dans du vinaigre avant de le boire. Et il menace de donner à son cheval une place dans le gouvernement. Cette légende de tyran fou reflète-t-elle la réalité? Et si c'est le cas, comment a-t-il pu devenir un tel monstre? En l'an 31 après Jésus-Christ, l'Empire romain continue de s'étendre sous le règne du grand-oncle de Caligula, l'empereur Tibère. Depuis plusieurs années, il a quitté Rome pour s'installer sur une petite île à 270 km au sud. Caligula n'a que 19 ans quand il arrive à Capri, et il passe 6 ans à la cour de Tibère avant de devenir lui-même empereur. Je veux savoir ce que son grand-oncle lui a appris. Son séjour sur cette île paradisiaque a-t-elle fait de lui un monstre sadique? J'ai contacté un historien spécialisé dans la Rome antique, le docteur Alexander Evers. Bonjour Alexander, c'est magnifique. Caligula a dû passer de très bons moments ici. Oui, mais cet environnement n'était pas aussi tranquille à l'époque. Si l'empereur Tibère s'est retiré ici, c'est parce qu'il voulait fuir Rome. Il était devenu paranoïaque. Poussé par la peur, Tibère a déjà éliminé beaucoup de rivaux potentiels, dont le père et les frères de Caligula. À présent, il s'intéresse au jeune homme lui-même. Tibère le fait venir à Capri pour pouvoir garder un œil sur lui, le contrôler et même le tuer si nécessaire. Plutôt stressant pour le jeune Caligula. Oui, il suffit d'une parole déplacée, d'un geste malheureux, et il risque de dégringoler le long d'une des falaises de Capri. Pour Caligula, ce n'est pas un paradis, mais une véritable prison. Tous ceux que Tibère considère comme des menaces potentielles sont jetés à la mer.
Mais Caligula parvient à survivre à cette hécatombe et se forge le caractère au contact d'un empereur qui ne connaît aucune limite. Tibère se déchaîne de plus en plus. Selon certaines sources historiques, il ordonne qu'on envoie des jeunes garçons et des jeunes filles courir dans les bois, comme des nymphes, et qu'ils se mettent à copuler dans tous les sens, pour que l'empereur puisse profiter du spectacle quand il se promène. On voit bien d'où viennent certaines des pratiques de Caligula. En 37 après Jésus-Christ, Tibère meurt à l'âge de 79 ans. Comme il n'a aucun héritier direct encore en vie, c'est son petit-neveu Caligula qui est nommé empereur. Il retourne à Rome pour prendre ses fonctions d'homme le plus puissant du monde, après avoir passé 6 ans d'apprentissage auprès d'un monstre dépravé. Et en plus, il est paranoïaque à cause des assassinats qui ont décimé sa famille. On imagine sans peine que lorsqu'il quitte cette île pour devenir empereur, Caligula est mentalement déséquilibré. Caligula rentre à Rome en mars 37. D'après les recherches de Joe, les habitants de la capitale ont toutes les raisons de condamner portes et fenêtres en prévision de la tempête à venir. Comment réagissent-ils lorsque l'ouragan Caligula s'abat sur Rome? Pour répondre à cette question, je me suis rendu au cœur de la Rome impériale, le Forum. J'ai rendez-vous avec le professeur Andrew Wallace Adrill, un spécialiste du règne de Caligula. Dites-moi, Andrew, est-ce que les Romains redoutent le pire quand Caligula revient à Rome pour être nommé empereur? Au contraire, ils sont pleins d'espoir. Ils viennent de vivre plusieurs années très éprouvantes. La fin du règne de Tibère a été épouvantable. Rome empeste la mort. Parmi ces décès figurent les parents de Caligula. Et le jeune empereur profite du statut glorieux qu'il laisse derrière eux. Ils étaient tous les deux très populaires. Son père, Germanicus, était un grand général romain. Et sa mère, Agrippine l'aînée, était une sorte de Lady Diana de l'époque. Caligula hérite donc de l'estime qu'on portait à ses parents. Mais les Romains déchantent très rapidement, j'imagine. Non, non, pas du tout. D'après plusieurs sources, le début de son règne est formidable. Avec le recul, on sait aujourd'hui qu'en fait, c'est tout le contraire. Mais à l'époque, les Romains ne s'en rendent pas compte. Ils ont désespérément besoin d'espoir, et Caligula nourrit cet espoir. C'est l'étonnement général. Au lieu de marcher sur les traces de Tibère, Caligula prend la direction opposée. À l'époque, c'est ici que se dresse le Circus Maximus, la plus grande arène de Rome. Tibère a interdit les jeux du cirque dans cette enceinte. Mais quelques semaines après le retour de Caligula, les courses de chars reprennent et les gladiateurs affrontent à nouveau les lions sous les yeux de 150 000 spectateurs impatients. Et juste là, en plein milieu de Rome, se trouve le palais de Caligula. Il surplombe le Circus Maximus, dans lequel le jeune empereur donne au peuple ce qu'il désire. Du spectacle, de la splendeur et beaucoup de sang. Pendant les premières années de son règne, Caligula semble être exactement l'empereur dont Rome avait besoin. L'éducation de Caligula semble lui avoir fourni tous les ingrédients pour devenir un tyran sans pitié. Et pourtant, lorsqu'il accède au pouvoir, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Alors d'où lui vient cette terrible réputation? Pour trouver la réponse, j'ai décidé de me rendre sur le lieu de vacances du jeune empereur Caligula. Et j'ai pris contact avec le professeur Peter Wiseman. Bonjour Peter. Vous êtes Joe? Enchanté. Enchanté. C'est un spécialiste des historiens de l'époque qui raconte que le règne de Caligula connaît un début prometteur. Quand il arrive à Rome, il tâtonne un peu et il écoute les conseils de son entourage. Mais ça ne dure pas. Il faut voir les choses en face. Personne ne dit à Caligula ce qu'il doit faire. C'est un changement progressif, alors petit à petit on voit émerger le vrai Caligula. Exactement. Sa véritable nature est présente en lui dès le début. D'après Peter, le vrai Caligula est un tyran cruel qui adore se mettre en valeur.
C'est ce que les Romains découvrent avec stupeur 2 ans après son couronnement. Le titre de César est censé lui conférer un statut divin et des pouvoirs supérieurs à quiconque. Pour revendiquer cette puissance, il décide de construire une route sur l'eau. Il réquisitionne tous les navires marchands qu'il peut trouver, il les dispose en ligne ici, et il fait construire une route pavée par-dessus, pour former un immense pont. Et il fait tout pour que ça ressemble à une vraie route. Selon plusieurs sources, il traverse plusieurs fois cette route flottante de 5 km de long, debout sur un char et déguisé en Dieu. Ensuite, il organise une fête au milieu de la route. Mais les divertissements sont plutôt sadiques. Il a l'idée de jeter quelques personnes à l'eau, pour s'amuser. Et quand ces pauvres gens essaient de remonter sur le pont, Caligula ordonne à ses soldats de les repousser avec des gaffes pour qu'ils se noient. Il aime beaucoup ce genre de plaisanterie. Et ça ne le dérange pas qu'elles entraînent la mort des personnes concernées. Au bout de 2 ans de règne, Caligula se déchaîne sans aucune retenue. On trouve chez les historiens de l'époque d'innombrables récits de débauche et de violence. Il assiste à des tortures et des exécutions tout en prenant son repas. Il adore voir les gens souffrir atrocement et mourir sous ses yeux. Est-ce uniquement une soif de sang ou est-ce qu'il commet d'autres actes d'humiliation? Il en commet beaucoup d'autres. Le pouvoir absolu lui permet, entre autres, de disposer comme il le souhaite de n'importe quelle femme. Par exemple, Caligula organise un grand dîner et il invite un sénateur très important avec son épouse. Pendant le repas, il emmène la femme dans sa chambre. Une demi-heure plus tard, il revient et devant tout le monde, y compris le mari, il fait des commentaires détaillés sur les performances sexuelles de la pauvre femme. Voilà le monstre qui s'est formé à Capri. Un homme qui a appris qu'un empereur peut coucher avec n'importe qui et tuer sans le moindre scrupule. Mais pourquoi est-ce que Caligula va aussi loin dans la décadence? Il a beaucoup de traits de caractère très déplaisants. Il est sadique, irresponsable et égoïste. Et en tant qu'empereur, il a la possibilité de satisfaire ses moindres désirs pervers. Deux ans après avoir acclamé son retour à Rome, les habitants vivent dans la crainte de Caligula. Mais heureusement pour eux, cette terreur s'achève aussi soudainement qu'elle a commencé. Par son comportement scandaleux et ses farces morbides, Caligula nous montre que la puissance d'un empereur romain n'a aucune limite. Et pourtant, son règne prend fin moins de 4 ans après son couronnement. Comment un être aussi redoutable peut-il perdre la face si rapidement ? Je vais de nouveau à la rencontre du professeur Andrew Wallace Adrill. Il m'a donné rendez-vous dans une vieille église, ou plutôt en dessous. Dans cet espace souterrain se trouvent plusieurs salles romaines très bien conservées. Grâce à elles, on peut imaginer l'aspect de certaines parties du palais de Caligula. Les sources historiques qualifient son palais de terrier de lapin. En voyant ces pièces, on comprend bien cette appellation. Tout ça m'évoque un bâtiment très mystérieux, plein de petits couloirs dérobés. Tout à fait. Et tous ces petits passages isolés constituent en réalité un grand danger pour lui. Il n'y a pas si longtemps, le peuple adorait Caligula. Mais à présent, sa vie est menacée au sein même de son palais. Les Romains considèrent qu'il est fou, sans aucun doute. Selon certains témoignages, il a voulu que son cheval Incitatus devienne consul. On raconte également qu'il s'est soudainement mis à rire pendant un repas et que quand les deux consuls assis à côté de lui ont demandé pourquoi, il a répondu « Je viens de me rendre compte que je pourrais vous faire décapiter sur le champ ». On ne peut même pas dire que certaines personnes l'apprécient et que d'autres le trouvent fou. Non, tout le monde désapprouve son comportement.
À cause de sa violence et de son humour noir à la limite de la démence, même les proches de Caligula se détournent de lui. Moins de 4 ans après son accession au pouvoir, l'un de ses hommes n'en peut plus. Caligula est allé jusqu'à contrarier son garde du corps, Cassius Chaerea. C'est un tribun, un officier de la garde prétorienne. Et en plus, c'est l'un des tortionnaires à son service. Si un empereur ne peut pas se fier à ses bourreaux, à qui peut-il se fier? Cassius Chaerea ne supporte plus les abus de Caligula. En janvier 41, il a l'opportunité d'y mettre fin. L'empereur rentre chez lui après une soirée au théâtre. C'est un pur hasard. Caligula aurait pu emprunter différents itinéraires, mais il est passé par un petit chemin sombre. Cassius Chaerea saisit cette occasion. Il se glisse juste derrière l'empereur et il le frappe violemment derrière la tête. Caligula est mort à l'âge de 28 ans. Les historiens romains l'ont qualifié d'animal en proie à la démence, mais je ne suis pas sûre qu'il était fou. Je pense que son comportement a été le résultat d'une éducation traumatisante, de l'exemple affreux de Tibère et de traits de caractère assez désagréables. Il suffit d'ajouter à cela un pouvoir sans limite et on obtient un empereur absolument monstrueux. Voici le château de Tiffauges, dans l'ouest de la France. Le richissime aristocrate Gilles de Rais a convié dans ses appartements privés un jeune garçon appelé Jean. Il promet de lui confier un emploi au château. Mais en réalité, Jean n'a plus que quelques minutes à vivre. Il est sur le point de rejoindre les dizaines de jeunes garçons décapités par Gilles de Rais qui conservent les têtes de ses victimes pour les comparer les unes aux autres. C'est le meurtrier lui-même qui avoue ses crimes. Cette confession fait de lui un monstre légendaire aux yeux du monde, et on l'associe au personnage de Barbe Bleue. Pourquoi l'un des hommes les plus riches de France est-il devenu un tueur d'enfants? Ou bien n'est-il qu'un affabulateur qui prend plaisir à inventer des histoires sanglantes? Gilles de Rais est né en 1404 au château de Chantossé-sur-Loire dans l'ouest de la France. À l'âge de 11 ans, il se retrouve orphelin et il hérite de 23 châteaux, d'une immense fortune et d'un très haut statut social. À l'âge de 36 ans, il est pendu pour avoir commis des dizaines de meurtres. De nos jours, on se souvient de Gilles de Rais comme d'un personnage similaire à Barbe Bleue, le terrible tueur en série des contes de fées. Mais je voudrais me renseigner davantage sur cet homme énigmatique du XVe siècle et savoir si sa réputation de tueur impitoyable est réellement justifiée. Voici la cathédrale de Reims. Pendant des siècles, c'est ici que les rois de France sont couronnés. En 1429, Gilles est présent lors du couronnement de Charles VII et il a même le privilège d'apporter l'huile sainte. Mais pourquoi? J'ai demandé au professeur Isabelle Euland-Donat de nous aider à comprendre comment cette mission sacrée peut être confiée à un homme aussi peu vertueux. Il s'agit d'un grand honneur qui lui est accordé parce qu'il est maréchal de France. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ce titre? C'est un très bon soldat et un excellent meneur d'hommes. Et grâce à ce titre prestigieux, il est admiré de tous. Mais il n'y a aucune rumeur sur son compte, aucun signe avant-coureur de sa future renommée de tueur en série? À ce moment-là, non. En revanche, il faut préciser que Gilles de Rais a déjà vu et fait couler énormément de sang.
Dans les années 1420, il a combattu aux côtés des patriotes français qui tentaient de repousser les Anglais. C'est la guerre de 100 ans et dans tout le royaume, beaucoup de soldats se conduisent très mal. Ils brûlent des villages, volent de la nourriture, enlèvent des femmes. Gilles de Rais a assisté et sans doute participé à tout ça. C'est plutôt normal. Cette brutalité? Oui, dans le cadre d'une guerre en plein 15e siècle, ce n'est pas étonnant. Mais ces soldats ne sont pas tous devenus des tueurs en série psychopathes. Non, seulement l'un d'entre eux. Il se peut que la guerre ait rendu Gilles complètement insensible et avide de sang. Mais elle a également fait de lui un héros. Une autre protagoniste de la guerre de 100 ans joue un rôle crucial lors du couronnement de Charles VII, Jeanne d'Arc. Parmi ces deux héros de guerre, l'une deviendra une légende et une sainte, tandis que l'autre sera toujours considéré comme un assassin monstrueux. En 1429, Gilles de Rais est donc un jeune homme très riche, avec beaucoup de relations, de nombreux privilèges et énormément de pouvoir. Avec une situation pareille, on peut difficilement imaginer ce qui a pu mal tourner. D'après les recherches de Joe, en 1429, Gilles de Rais a tout ce qu'il peut désirer. Mais 11 ans plus tard, tout a changé. Au cours d'un procès qui a lieu au château de Nantes en 1440, il est accusé du meurtre de plus de 100 jeunes garçons. Je veux comprendre comment Gilles de Rais a pu passer de héros de guerre à tueur d'enfants. Peut-être que le compte-rendu du procès nous permettra d'éclaircir ce mystère. Ce document est conservé à Nantes, aux Archives nationales, à 1 kilomètre de là où le procès a eu lieu. Toutes les informations relatives à cette affaire ont été retranscrites, y compris le témoignage le plus crucial. Au cours du procès, Gilles de Rais prend la parole en personne. Et j'ai ici le texte de sa confession. Voyons ce qu'il a à dire pour sa défense. D'après ce texte, le juge lui demande le lieu et la date de son premier meurtre. Gilles répond que cet événement a eu lieu au château de Champtocé-sur-Loire. C'était l'année de la mort de son grand-père, donc en 1432. Gilles a alors 28 ans et il a renoncé à faire la guerre. Mais il n'a pas cessé de tuer pour autant. D'après ce passage, il a tué et fait tuer un très grand nombre d'enfants. Et apparemment, il adore s'asseoir sur le ventre des garçons à l'agonie et les regarder mourir. C'est vraiment un être maléfique. Certaines époques passées nous semblent aujourd'hui pleines de cruauté. Mais ces documents sont particulièrement choquants parce qu'il s'agit d'enfants. Même si les faits ont eu lieu il y a presque 600 ans, c'est très perturbant de lire tout ça. La question qui nous vient tout naturellement, c'est pourquoi? Et cette question lui est posée lors du procès. Oh, ça alors? D'après ce que je lis, il répond que sous l'effet de la paresse et de la consommation de vin chaud, il entre dans un état de grande excitation et c'est ça qui le pousse à commettre toutes ces atrocités. Il dit que c'est à cause du vin chaud, le genre de vin qu'on boit à Noël. Donc en fait, il dit qu'il était ivre et qu'il a fait tout ça sous l'emprise de l'alcool. Nous connaissons maintenant l'excuse que Gilles a évoquée pour justifier ses crimes. Mais je veux étudier plus en détail l'esprit de ce personnage monstrueux.
Je me rends dans l'un des nombreux châteaux de Gilles de Rais pour y rencontrer le professeur Mattei Kazaku. Mattei, bonjour, ça va? Bonjour Joe. Dans sa formidable biographie de Gilles de Rais, il s'appuie sur la psychologie moderne pour tenter d'expliquer son comportement. En particulier, cet aristocrate meurtrier a fait construire ici même une chapelle pour de jeunes choristes très talentueux. Gilles met en place un chœur, composé de jeunes garçons qui chantent uniquement pour lui. C'est très paradoxal. C'est une sorte de dédoublement de la personnalité. D'un côté, il aime vraiment ses enfants, qui chantent comme des anges pour lui. Mais d'un autre côté, il a pour habitude de tuer des garçons du même âge, entre 7 et 15 ans. On raconte que les serviteurs de Gilles ont brûlé les dépouilles de 30 ou 40 enfants ici même, avant de les jeter dans les douves du château. C'est terrible. De nos jours, est-ce que Gilles serait considéré comme un psychopathe? Pour le FBI et les spécialistes, oui. On parle d'un tueur en série organisé et d'un psychopathe. Mais ils sont incapables d'expliquer les causes de ce comportement. Pas plus que Gilles d'ailleurs. Lors du procès, on lui demande « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Et il répond « Il n'y a rien à comprendre, rien à expliquer. Je suis comme ça. » Et cette absence de raisonnement logique est typique de ce genre de maladie mentale. Gilles a toutes les caractéristiques d'un tueur en série organisé et psychopathe. Il a servi dans l'armée où sa soif de sang est passée inaperçue. Les têtes d'enfants qu'il garde lui servent de trophée et il commet ses meurtres de manière préméditée et régulière. Un chasseur a besoin de bons rabatteurs. Parfois, Gilles demande à ses gardes ou à ses serviteurs de lui amener un jeune garçon. Alors ils sortent du château à la recherche d'une proie, par exemple des petits mendiants, et ils ramènent 1 ou 2 enfants à Gilles. C'est déjà dangereux d'être tout puissant, d'être au-dessus des lois, mais quand on est en plus un psychopathe, c'est inimaginable. C'est une terrible combinaison. Pendant des années, Gilles de Rais commet ses crimes atroces en toute impunité. Cette situation est sans doute très dure à vivre pour les gens qui habitent près du château. Mashkoul est un petit village tranquille peuplé de familles ordinaires. Mais ils sont tous soumis à l'autorité maléfique du maître du château, tandis que des hommes de main kidnappent régulièrement des enfants innocents qui ne reverront plus jamais la lumière du jour. D'après les archives que j'ai consultées, Gilles de Rais a commis ses meurtres atroces entre 1432 et 1440, date de son arrestation. Qu'est-ce qui a bien pu changer la donne? Comment a-t-il été capturé? En 1439, Gilles passe le plus clair de son temps dans un autre château, situé à 60 km de Mashkoul. J'espère trouver ici des indices qui permettraient d'expliquer sa chute. Je vous en prie, allez-y. J'ai fait venir le professeur Martin Aurel, un grand historien spécialiste du Moyen-Âge. C'est très impressionnant. Oui, en effet. Ça lui a coûté beaucoup d'argent. Entre 1430 et 1440, Gilles investit une petite fortune dans la rénovation du château. Cette extravagance est typique du personnage. Pour lui, le prix n'est pas un problème, du moment qu'il peut impressionner les gens. Par exemple, il garde 800 chevaliers avec lui en permanence. Mais d'où vient tout cet argent qu'il dépense sans même s'en soucier? C'est très simple. Grâce à son héritage, il possède énormément de châteaux. Alors, en l'espace de 2 ou 3 ans, il en vend 40. 40? Oui, c'est incroyable. En 1429, les châteaux de Gilles de Rais recouvraient une bonne partie de l'ouest de la France. Mais 10 ans plus tard, il n'en a plus que 2. C'est trop peu pour un homme d'une telle ambition. En proie au désespoir, il kidnappe alors le frère de l'un des acheteurs. Malheureusement, le frère en question est un prêtre. Et l'enlèvement a lieu en pleine messe.
À l'époque, interrompre la messe est considéré comme un grave sacrilège, passible de l'excommunication. C'est pour cette raison qu'il est capturé et emmené à Nantes pour être jugé. Et à partir de là, la partie est finie. Gilles de Rais a tué des dizaines d'enfants sans être inquiété. Mais le jour où il offense l'Église, il est soumis à une enquête rigoureuse qui révèle au grand jour ses crimes terribles. En automne 1440 à Nantes, il confesse librement ses actes et est condamné à mort. À 9 h du matin, les bourreaux viennent chercher Gilles au château et l'emmènent dans un pré non loin de là. Ils le pendent au-dessus d'un bûcher, mais avant que son corps ne soit consumé par les flammes, 4 femmes aristocrates viennent le récupérer et vont l'enterrer dans une église voisine. Cette sépulture aurait été appropriée pour un noble ordinaire, mais pas pour l'un des pires tueurs en série de toute l'histoire de France. Nul ne peut dire avec certitude pourquoi Gilles de Rais est devenu un terrible criminel. Mais les possibilités ne manquent pas. La brutalité de la guerre à laquelle il a participé, son amour et sa haine des enfants, et son pouvoir illimité de riches seigneurs sont autant de facteurs possibles. Mais quelle que soit la véritable explication, il ne fait aucun doute que Gilles de Rais mérite amplement sa réputation de monstre. Notre histoire suivante se passe en Hongrie en plein hiver. La comtesse Elisabeth Báthory, une veuve de 50 ans, fait venir l'une de ses nombreuses servantes et ordonne qu'elle soit marquée au fer rouge. La jeune fille n'y survivra pas. D'après les registres, Elisabeth Báthory est l'une des femmes les plus meurtrières de l'histoire. En tout, on lui attribue la mort de plus de 600 jeunes filles. Certains vont jusqu'à la qualifier de vampire et l'appellent comtesse Dracula. On raconte qu'elle se baigne dans le sang des vierges pour rester éternellement jeune. Peut-on prouver que ces histoires sont vraies? Ou bien s'agit-il seulement d'un mythe sanglant parmi tant d'autres? En 1610, la Hongrie est un royaume divisé en deux. Les Turcs occupent le sud et les riches aristocrates dominent le nord. Les pauvres, quant à eux, vivent dans un quasi-esclavagisme. On les appelle des serfs. De précieuses reliques datant de cette époque sont conservées dans le Musée national de Hongrie. Mais l'objet que je viens voir n'est pas visible du public. Il s'agit du portrait de la plus célèbre des Báthory, la comtesse sanglante en personne. C'est dans cette salle que les responsables du musée entreposent certains tableaux. Il y en a des dizaines et le portrait d'Elisabeth Báthory trône tout au fond. À première vue, c'est un portrait aristocratique très classique. Son visage est très détendu. Je ne vois aucun signe qui pourrait suggérer qu'il s'agit d'une tortionnaire, d'une tueuse sans pitié. Il faut vraiment beaucoup d'imagination pour voir sur ce tableau le monstre qu'on décrit souvent. Et à vrai dire, cette histoire de vampire a davantage sa place dans un film d'horreur des années 60 que dans un livre d'histoire. Il est temps de mener l'enquête. Issue d'une famille immensément riche, Elisabeth Báthory épouse un puissant comte. À la mort de ce dernier en 1604, elle se retrouve propriétaire de nombreux domaines à travers tout le royaume de Hongrie. Elle est désormais la femme la plus riche et la plus puissante du pays.
Mais si Elisabeth Báthory est aussi célèbre de nos jours, ce n'est pas à cause de sa richesse ou de sa noblesse, c'est parce qu'on lui attribue un nombre record d'assassinats, ainsi que la répugnante habitude de se baigner dans le sang de jeunes vierges. À présent, il s'agit de chercher des preuves pour démêler le vrai du faux. Je pense pouvoir trouver quelques indices au château de Bitka. Au XVIIe siècle, c'est là qu'habite l'homme politique le plus puissant du royaume, le comte Georges Thurzo. En 1610, on lui rapporte que d'étranges événements ont lieu chez Elisabeth Báthory et il décide de lui rendre visite à l'improviste. C'est fascinant. J'ai ici une lettre que le comte Thurzo a écrite à sa femme. Voilà ce qu'il raconte. En arrivant chez la comtesse, il découvre une jeune fille morte et une autre qui est en train de mourir à cause de blessures infligées pendant la torture. Il voit également une troisième jeune fille que la comtesse garde enfermée dans le but de la torturer plus tard. C'est incroyable. Ce document authentique contient le témoignage personnel du comte Thurzo sur ce qu'il a vu de ses propres yeux. Pour l'instant, personne ne se baigne dans du sang, mais les informations contenues dans cette lettre sont déjà très déterminantes. En arrivant ici, j'avais des doutes et c'est très compréhensible. Un mythe tel que celui de la comtesse sanglante a très bien pu être inventé longtemps après sa mort. Mais j'ai trouvé des preuves incontestables qui datent de cette époque précise et qui évoquent des tortures et des meurtres. Apparemment, certaines des accusations portées contre Elisabeth Báthory sont pleinement justifiées. La célèbre visite de Thurzo chez la comtesse a eu lieu dans ce petit village il y a 400 ans. Aujourd'hui, le château d'Elisabeth Báthory a presque complètement disparu. Mais l'historien Grémy Murdoch m'emmène dans ce qui reste de l'édifice, à savoir la cave. C'est ici qu'a eu lieu l'interrogatoire des domestiques de la comtesse. Et certains témoignages sont difficiles à croire. Apparemment, elle avait ordonné qu'on abandonne plusieurs servantes dehors, dans la neige, et qu'on les recouvre d'eau froide pour qu'elles gèlent. D'autres récits mentionnent l'usage du feu et des objets métalliques brûlants appliqués sur la peau des jeunes filles. Certaines servantes avaient été battues à mort. On a retrouvé des descriptions assez choquantes du traitement réservé à celles qu'on soupçonnait d'avoir désobéi à la comtesse. C'est vraiment écœurant. Oui, on comprend d'où lui vient le surnom de comtesse sanglante. Après les interrogatoires, 4 domestiques avouent sous la torture qu'ils ont aidé la comtesse à mettre en place ce règne de la terreur. On parle de plusieurs centaines de jeunes filles mortes. Une semaine plus tard, les complices d'Elisabeth Báthory sont jugés et exécutés au château de Bitka. Mais la comtesse elle-même n'est pas convoquée au procès. Pourquoi est-ce qu'elle ne comparaît pas? Du point de vue des autorités, cette affaire gênante pour la noblesse doit se conclure rapidement. Les preuves sont là, les coupables ont été punis et la comtesse est en prison. C'est suffisant. Elisabeth Báthory est emprisonnée à vie dans son propre château et ses terres sont léguées à des membres de sa famille. Par une étrange coïncidence, ses bénéficiaires sont des proches du comte Thurzo, de même que les témoins de ce procès apparemment truqué. Toutes ces personnes trouvent leur intérêt dans la déchéance d'Elisabeth Báthory. Il faut donc s'interroger sur leur véritable motivation et sur les témoignages entendus pendant le procès. Alors les rapports qui font état de centaines de victimes seraient faux?
Les preuves liées à l'affaire font état de 30 ou 50 victimes. Selon toute vraisemblance, il n'y en aurait pas eu davantage. Selon Grémy, les registres se trompent. De même que les auteurs qui qualifient Elisabeth Báthory de vampire. Certains prétendent que la comtesse se baignait dans le sang pour préserver sa beauté ou pour arrêter de vieillir. Actuellement, aucun élément ne justifie cette affirmation. Mais c'est une anecdote pittoresque. Les preuves retenues contre Elisabeth Báthory ont été obtenues sous la torture et elle n'a pas été officiellement jugée. Notre connaissance des faits réels est donc incomplète et les mythes se sont développés pour combler les vides. Il faut peut-être que nous allions encore plus loin dans notre enquête. À quelles preuves et à quels témoignages peut-on vraiment se fier ? Susanna a découvert des failles troublantes dans l'affaire Elisabeth Báthory. Pourtant, j'ai trouvé la déclaration d'un témoin oculaire qui décrit une séance de torture. Pour trouver une explication à ces éléments contradictoires, je me rends aux Archives nationales de Hongrie. C'est ici que l'historien Gábor Várkonyi a passé en revue des centaines de témoignages liés à l'affaire Báthory. Je suis Joe, enchanté. Enchanté. Et il en a tiré une conclusion surprenante. Je pense qu'elle était innocente. Selon moi et certains de mes collègues, le personnage historique d'Elisabeth Báthory ne correspond pas à la description maléfique qu'on en fait. Regardez cet objet. Qu'est-ce que c'est d'après vous? C'est un peu effrayant. Un instrument de torture? Cet objet provient du musée médical de Hongrie. D'accord. C'est un instrument conçu pour soigner les gens par la brûlure, en cautérisant les plaies, pour arrêter le saignement. D'après Gábor, la majorité des tortures décrites par les témoins sont en réalité des interventions médicales. La comtesse ne veut pas tuer ses domestiques, mais les sauver au contraire. Et le comte Turzo, quand il arrive chez Elisabeth Báthory, il trouve une fille morte et une autre mourante. Ce sont des preuves solides. On ne sait pas pourquoi cette fille est mourante. Elle est peut-être malade. Mais personne ne cherche à savoir ce qu'elle a. Et son témoignage n'est mentionné nulle part dans le procès. C'est étrange que la principale concernée n'ait rien à dire sur ce qui lui arrive. Les témoignages sur ce sujet viennent de deux sources différentes. Les complices de la comtesse d'une part, et des témoins indépendants d'autre part. Voici les personnes en question. Gábor a découvert que les 7 personnes qui ont fourni les témoignages les plus accablants étaient d'anciens domestiques de Báthory. Il pense que ce sont eux qui ont lancé les rumeurs de la comtesse sanglante. Plusieurs théories affirment qu'Elisabeth Báthory a été victime d'une conspiration. Si c'est le cas, je pense que ces 7 personnes en sont probablement à l'origine. Une fois la rumeur lancée, tout le monde s'empresse de la croire. Turzo se débarrasse ainsi d'une puissante rivale locale, et la famille d'Elisabeth récupère ses terres. Il reste un dernier problème, les confessions des complices de la comtesse. On sait que ces confessions ont été obtenues sous la torture. Dans ces cas-là, la douleur est tellement forte qu'au bout d'un moment, les accusés avouent tout ce que les enquêteurs veulent entendre. Donc pour vous, ces témoignages ne sont pas valables? Exactement. Et vous pensez vraiment qu'elle était complètement innocente? Il n'y a pas eu 650 meurtres, ni même 50 ou 30. Et pas la moindre torture. J'en suis sûr. D'après Gábor et certains de ses collègues, cette affaire est une immense escroquerie. Plusieurs cas de maladies, de morts prématurées et de violences qui étaient monnaie courante chez les domestiques ont été utilisés pour créer un personnage de monstre. Et la comtesse n'a même pas eu l'occasion de se défendre.
De toute évidence, c'était une époque très rude. Mais si Gabor a raison, et si l'histoire terrible et fascinante d'Elisabeth Báthory n'est qu'un mythe sanglant, alors cette conspiration a berné les historiens pendant des siècles.